de Chamendine à Viry-Châtillon. Ce que disent les accusés. On va écouter et faites-vous votre propre opinion. Avant de retrouver David Dunal en direct de Viry-Châtillon, où l'émotion est toujours forte, et puis on prépare une marche blanche pour la fin de semaine, on va reprendre quand même avec vous maintenant, Stéphane Salimi, le scénario du drame, de cette tragédie comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que le scénario, c'était vraiment l'idée de donner une leçon à Chemseddine alors? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, après les mises en examen et les placements en détention provisoire de ces 4 personnes, ouais. Enfin 4 personnes, plus la mineure qui était en contact avec la victime, Chemseddine, elle a été mise en examen mais placée en foyer. On y voit déjà un peu plus clair par rapport aux déclarations que les uns et les autres, et même d'autres témoins ont pu faire devant les enquêteurs de la police judiciaire d'Evry. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le jour des faits, donc vous avez ces 4 personnes, donc le grand frère, enfin 2 grands frères de la mineure, avec on va les appeler 2 accompagnants qui se trouvent devant ce collège de Viry-Châtillon, des Sablons, vers 16h. Ils viennent, ils le disent, chercher leur petite sœur. Sauf qu'ils se trompent d'horaire. La petite sœur, elle sort à 17h et pas à 16. Et ils croisent Chemseddine. Il y a un échange entre eux. Ils se saluent. C'est ce que la plupart des protagonistes disent. Ils se saluent et demandent à Chemseddine de les suivre. Pour une explication, puisqu'en fait, il lui reproche d'être en contact via des échanges effectivement à caractère sexuel. C'est ce que plusieurs témoins disent. Avec leur petite sœur. Ils veulent une explication. Petite sœur, elle a 15 ans, elle a le même âge. 15 ans, elle a le même âge exactement que Chemseddine. Je crois d'ailleurs qu'ils ont été dans la même classe, plutôt en 6e. Donc là, il lui demande de le suivre. Ils arrivent devant un hall d'immeuble. Il y a donc Chemseddine et ses 4 personnes, dont les 2 grands frères de la mineure. 2 personnes, 2 accompagnants vont entrer dans le hall avec Chemseddine. Encore une fois, ça c'est les déclarations des mises en cause, on va les appeler comme ça pour le moment. Il y a un échange dans ce hall d'immeuble et c'est là que la situation va dégénérer puisque l'un des agresseurs va en fait faire chuter au sol Chemseddine. Là, son crâne va frapper lourdement le sol et ensuite vous avez l'un des frères donc de 17 ans de la mineure qui va frapper à 1 ou 2 reprises Chemseddine alors qu'il est au sol. Il va le frapper à la tête? Oui. Enfin, on ne sait pas si c'est à la tête. En tout cas, il le frappe, ça c'est sûr. Il porte 1 ou 2 coups à Chemseddine qui, lui, est au sol, groggy. Ensuite, on nous décrit effectivement une victime qui essaye Tout ça, ça va très rapidement. C'est très rapide, évidemment. Ça ne dure pas 10 minutes. C'est très, très rapide. Il y a un échange, un moment, une discussion, et puis les coups partent. D'accord? Donc là-dessus, une description nous est faite que Chemseddine va essayer de reprendre ses esprits, de se relever. L'un des agresseurs va monter dans un appartement d'un des amis de Chemseddine dans ce hall d'immeuble, dans cet immeuble, pour demander une bouteille d'eau, pour essayer effectivement... Parce qu'il voit qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est groggy, pour essayer de l'aider à reprendre ses esprits. À ce moment-là, cet ami de Chemseddine, lui, descend et voit son ami qui n'est pas bien du tout. C'est lui, à ce moment-là, qui va le mettre en position latérale de sécurité, en PLS, parce qu'il voit vraiment que ça ne va pas du tout. Et là, à ce moment-là, vous avez le grand frère de la mineure, donc cet individu âgé de 20 ans, qui appelle les secours, qui appelle les pompiers, pour dire qu'il faut venir parce que, effectivement, Chemseddine ne va pas bien du tout. Les secours arrivent, on parle de 10 minutes pour que les pompiers arrivent sur place. Ensuite, ils prennent en charge Chemseddine, qui est conscient, qui est décrit comme étant conscient, mais qui va finir par perdre connaissance quelques minutes plus tard. Et là, ensuite, Chemseddine, lui, est évacué vers l'hôpital Necker. Là-dessus, donc, vous avez des premières déclarations. Il y a le temps de transport, parce que de Viry-Châtillon à l'hôpital Necker... Bien sûr, il y a un moment de transport. Il est pris en charge dans le véhicule. Et dans ce laps de temps, vous avez des premières déclarations, en fait, qui vont induire en erreur les premières investigations, en fait, les enquêteurs de la PJ, puisque, en fait, le grand frère de la mineure, lui, va expliquer qu'il a vu des agresseurs, 3 individus masqués, prendre la fuite en courant à pied. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, puisque lui faisait partie donc
ces 4 personnes qui s'en sont pris à Shamseddine, même s'il lui dit être resté à l'extérieur, et ce que disent aussi les autres agresseurs. Et ensuite, donc il monte un scénario d'abord. Il monte un scénario, effectivement, pour essayer de dédouaner, évidemment, pour pouvoir se sortir de cette histoire. Avant ils comprennent que là, la situation est grave, évidemment. Avant d'être confondus dans leurs déclarations et contradictions par les enquêteurs. Exactement, et puis par la téléphonie aussi, et donc les descriptions de la scène qu'ils vont faire ensuite aux enquêteurs. Donc aujourd'hui, qui sont, pour reprendre, les mises en examen? Les mises en examen, vous avez donc le grand frère de 20 ans, vous avez un deuxième frère de 17 ans, et vous avez 2 autres mineurs de 17 ans qui accompagnaient effectivement les 2 frères de cette mineure. Cette mineure, qu'est-ce qu'on sait? C'est que ses grands frères lui avaient confisqué son téléphone portable plusieurs jours auparavant parce qu'il lui reprochait effectivement d'avoir des échanges à caractère sexuel avec soit Shamseddine, soit des gens, entre guillemets, de son entourage, des amis. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que déjà ses grands frères avaient mis en garde les amis de Shamseddine quelques jours auparavant. En fait, c'était du style, tu touches pas à ma sœur, vous arrêtez de discuter avec notre sœur. Exactement, c'est vous arrêtez de parler avec elle, ça suffit maintenant. Ça suffit ces échanges ou cette drague on sait les messages, qu'est-ce que c'était? Non, on n'a pas de précision. On parle de conversations osées à caractère sexuel, mais on n'a pas de détails. D'ailleurs, ce téléphone portable avait été confisqué. Il a été remis aux enquêteurs très tardivement, au moment des gardes à vue, donc des suspects, vendredi puis ce week-end. Voilà ce qu'on sait. Et on sait ensuite que cette mineure, après l'annonce du décès de Shamseddine, elle va arriver donc au collège des Sablons et va se confier à un moment donné. Elle est en pleurs. Elle dit « Je vais avoir ça sur ma conscience toute ma vie. C'est ma faute. C'est ma faute. Ouais. » C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, elle se retrouve poursuivie pour non-empêchement, effectivement, de... Les autres, c'est pour assassinat. Voilà. Mais... on peut se poser la question. D'ailleurs, cette qualification d'assassinat, elle peut être aussi remise en question. C'est d'ailleurs déjà le cas par les avocats de la défense, effectivement, parce que y a-t-il vraiment eu préméditation? Les investigations et l'instruction qui aujourd'hui a lieu, est en cours, devront le déterminer. On va aller à Viry-Châtillon retrouver David Dunal en direct pour BFM TV, parce que là où vous trouvez David Dunal, derrière vous, on voit des fleurs, hommage. Vous êtes devant le collège départemental où était scolarisé Shamseddine. Puis il y a une marche blanche qui se prépare. Oui, il y a continuellement ici des personnes, j'en vois qui arrivent encore, qui viennent déposer des fleurs. On a vu le personnel du collège tout à l'heure. On a discuté également avec des collégiennes, 2 collégiennes qui connaissaient très bien Shamseddine, Shams comme il se fait appeler ici. Il nous parle d'une personne très très gentille, très polie, souriante, très drôle, que beaucoup connaissaient ici. On a discuté également avec des personnes de cette commune de 30 000 habitants, des personnes qui ne connaissaient pas la victime mais qui sont venues notamment pour donc déposer des fleurs, pour soutenir aussi la famille. Écoutez Bruno que nous avons rencontré cet après-midi. C'est un garçon très gentil, très jovial, jamais de problème et tout, donc au niveau sauvagerie, ça m'a un peu refroidi, quoi, ça m'a un peu sous le choc, quoi. Un garçon qui a rien demandé, donc voilà. Je pense que c'est toujours un moment de dégoût, quoi. Je pense que moi je le vois comme ça. Donc arriver un garçon comme ça qui a rien demandé du tout, pour des futilités entre guillemets, donc pour moi je trouve ça, voilà. Pour moi c'est pas normal, quoi. J'espère que justice sera faite et tout sera fait, quoi. Les obsèques, elles auront donc lieu demain après-midi. D'abord, une cérémonie religieuse à la mosquée suivie de l'inhumation, alors qu'il y a ici continuellement des personnes qui viennent encore pour se recueillir, pour déposer des fleurs. Voilà, David Dunal en direct de Viry-Châtillon avec Jean-Baptiste Margotta pour BFM TV. Stéphane. Oui, je voulais ajouter un point important. Donc cette mineure, elle s'est défendue jusqu'au bout. Elle a expliqué que de toute façon, elle n'était pas au courant que ses frères allaient s'en prendre physiquement à la victime. Et elle a confié un élément intéressant. En fait, elle explique que Shamseddine lui avait offert un collier avec un S, donc la première lettre de son prénom, mais que personne dans sa famille n'était au courant de ce cadeau qu'elle portait tous les jours ensuite. Driss et Tazaoui, bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Ville et Banlieue. Vous êtes adjoint au maire Modem, au maire d'Évreux, dans l'Eure. Ça dit quoi, cette tragédie, alors, qui intervient peu de temps après Samara? Ça dit d'abord 2 choses. Un sentiment profond de tristesse pour ce que vit actuellement la famille et les proches de Shamseddine. J'ai une pensée également au maire de Viry-Châtillon. On a écrit une tribune, notre association a écrit une tribune sur le sujet avec aussi des propositions et puis un certain nombre d'éléments de constat, de manière à essayer de sortir
par le haut de c'est le ce drame de quoi, type de la loi des d'incident. quartiers, Et puis un de deuxième sentiment l'intolérance. aussi, c'est celui du gâchis, parce que vous me posez la question, Ouais. je pense au terrible gâchis, parce Ah, c'est que une vie ce de 15 jour-là, ans. c'est ce jour Ouais. où tout a basculé, et pour la famille de Shemseddine, pour Shemseddine lui-même, mais également pour celles et ceux qui ont commis, ces voyous qui ont commis également cette atrocité. Aujourd'hui, ils sont derrière les barreaux, ils sont entre quatre murs. Il n'y a pas une minute qui va passer sans qu'ils se refassent le film de ce qui s'est passé. Et donc, c'est quand même un sentiment de gâchis incroyable pour cette jeunesse, quatre mineurs, un jeune majeur qui finalement s'est laissé prendre dans un tourbillon collectif, Oui, mais là, de haine collective, bien de sûr, mais colère alors collective, regardez, qui a c'était donné lieu Samara à à Montpellier, un c'était aussi un tourbillon de haine collective. Ça l'a envoyé à l'hôpital. Oui. Là maintenant, Ce sont deux types Shemseddine. Mais c'est dû à quoi? C'est l'intolérance. C'est on veut faire régner la loi. C'est la loi d'une communauté. Je ne crois pas à la loi des communautés, je crois à la bêtise humaine, à la bêtise d'un certain nombre de gamins finalement qui ne réfléchissent pas à l'inconséquence de leurs actes. Ça, c'est mon premier sujet. Et j'ai envie de vous dire que ces deux actes-là s'inscrivent aussi dans un contexte quand même qui est assez particulier. De violence généralisée et de plus en plus importante. Nous, on le constate, nous, élus de banlieue, nous le constatons, je le constate. Jeune âge, en plus, d'Évreux. hein. Ouais. Et autant vous dire qu'avec le directeur départemental de la sécurité publique, il n'y a pas longtemps, on a eu une réunion, les phénomènes de bande font ressurgence, reviennent sur le devant de la scène, et avec cette particularité, c'est que les gamins sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Et donc, le deuxième sujet, à mon avis, c'est l'accélération des réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont l'appui, le soutien qui viennent accompagner ces gamins-là dans les faits délictueux. Donc pour vous, ça c'est le domaine c'est juste de la bêtise. Voilà, la bêtise, l'inconsistance, la bêtise. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Si vous voulez, ce drame, comme cette succession de tristes actualités, témoigne très largement de l'ensauvagement de la société. Et notre société, la société française, finalement, qui aujourd'hui, parce que nos gouvernants ont cette vision-là, prônent le laxisme et le laisser-faire, eh bien forcément, on arrive à ces situations. Alors, je ne parle pas de ce cas précis. Et qui prône le laxisme et le laisser-faire? Mais tous les gouvernants qui se sont succédés, si vous voulez, quand vous avez... Parce qu'on ne prône pas le laxisme, ça se prône pas, l'insécurité ne se prône pas. Quand vous refusez, par exemple, de supprimer l'excuse de minorité, quand vous refusez, de rétablir les peines planchées, quand vous refusez tout simplement qu'il y ait une réponse pénale qui soit ferme et forte, eh bien, vous prônez le laxisme et le laisser-faire. D'accord. Et donc, à 15 ans, on est aussi problème. responsable qu'à 18 ou à 20 ans. Et dans ce cas, mais évidemment parce que vous avez des jeunes qui ont 16 ans qui commettent des assassinats terribles, comme pourrait le faire un majeur. Donc il ne faut pas dans ce cas-là faire de différence et il faut qu'il y ait une réponse qui soit ferme. Mais vous savez, dans ce cas précis de cette affaire, on ne connaît pas encore toute l'affaire, mais par exemple pour Montpellier, très clairement, la question religieuse, elle, apparaissait très clairement comme un motif. Et donc il faut aussi se poser ces questions. Après, vous savez, la maman la submersion. Arrière, hein, la mère, non, la maman... elle a lu... pas tout à fait, non. Une espèce de... Non, mais les faits sont là. Les faits sont là. Et il faut se dire les choses et il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité. Aujourd'hui, l'enquête, il y a son terme. Aujourd'hui, la submersion migratoire, elle a des conséquences. Donc là, c'est une affaire d'immigration. Pas sur ce sujet-là en particulier. Je vous parle de Montpellier. Pour l'affaire de Montpellier, très clairement, la question religieuse était au cœur de l'affaire, malheureusement. Là, on parle du petit Shemseddine. Moi, je trouve regrettable que vous ameniez tous ces faits divers, tragiques, à des questions migratoires, à des questions religieuses. En fait, aujourd'hui, le sujet, il n'est pas tout à fait là. Là où je vous rejoins, c'est qu'on a un problème de sacralité. Les institutions, la question de la femme. On ne respecte plus le maire, on ne respecte plus le policier, on ne respecte plus le prêtre, on ne respecte plus l'instituteur. Et ça, c'est effectivement de véritables sujets sur lesquels nous avons l'un et l'autre à conjuguer nos efforts pour essayer de trouver des solutions là-dessus. Mais attendez, vous disiez là, parce que c'est le respect de la femme, là aussi, dans cette histoire. Mais évidemment, au quotidien, on voit que en France, la femme qui devrait pouvoir être libre, faire ce qu'elle veut de sa vie, s'habiller comme elle le souhaite et fréquenter qui elle le souhaite, eh bien aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, parce que il y a une transformation culturelle, eh bien aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus vivre en sécurité. Donc c'est une réalité, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Moi, je vous invite à venir assister à nos réunions. À l'association des maires villes et banlieues, vous avez Grigny, vous avez Chanteloup-les-Vignes, vous avez Allonne, vous avez Vaux-en-Velin, etc. Et venez discuter avec les maires. Ils vous diront que le premier sujet n'est pas celui que vous évoquez là. Et ça, à la limite, ça veut dire c'est un sujet qu'on n'a pas. Ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il doit être peanuts, mais tellement peanuts que finalement, certains font le ça veut dire infinitésimal. Absolument. Il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité. Et qu'on fait le focus sur des sujets comme celui-ci. Vous fermez les yeux, on vous dit que vous fermez les yeux. Il ne faut absolument pas essentialiser. Gardons-nous d'essentialiser. Créons de la nuance. Nous avons besoin de nuance dans un sujet comme celui-ci. C'est pas tout à fait la question religieuse qui est abordée. Il n'y a pas de question. Bien sûr qu'il y a un sujet.
Bien sûr qu'il y a des sujets. Tout va bien. Mais il n'y a pas de sujet entre hommes et femmes. C'est pas mon propos, c'est pas ce que je dis. Ouais. Des sujets, il y en a. Et naturellement, il faut, dans la mesure du possible, et tout républicain que nous sommes, trouver des solutions pour combattre l'intégrisme quand il est présent, combattre l'obscurantisme là où il avance à grands pas quand nous constatons qu'il avance. Mais je vous le dis, dans nos quartiers, dans les quartiers de la politique de la ville, c'est pas le premier sujet qui revient, et je crois pas que ce soit la première préoccupation de nos concitoyens. Par contre, la question de l'insécurité, parler des rodéos sauvages, ça leur parle à nos concitoyens. Parlez-leur des barbecues sauvages, ça leur parle. Parlez-leur des trafics de drogue, ça leur parle. Évidemment. Parlez-leur également du manque de moyens dans l'éducation nationale, et ça leur parle. Et ça, c'est notre sujet pour le petit Shems Din. Parce que demain, ce qu'il faut, c'est trouver les solutions, monsieur le député, pour faire en sorte de sanctuariser les écoles, et faire en sorte que dans nos écoles, eh bien, nos enfants soient préservés. C'est à l'extérieur de l'école. Oui, mais ça commence à l'école. Qui tu fréquentes, pourquoi tu fréquentes. Ça commence à l'école. Est-ce que ça commence à l'école ou ça se passe dans les familles? Commence à l'école et dans la rue, ça continue. Et dans les familles? Bien sûr. Aussi. Bien sûr, vous savez, aujourd'hui, il y a peut-être un problème d'éducation, il y a peut-être un problème de valeur, de respect aussi de la femme, de ce qu'elle doit être. Toutes les familles inculquent un certain nombre de valeurs et de principes à leurs enfants. C'est pas une question de religion. 50%, parce que ce que vous disiez est vrai, 50% des mineurs délinquants ont l'un de leurs parents qui est en prison. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il ne faut pas fermer les yeux. Il y a le problème de l'islamisme dans les quartiers, c'est une réalité, mais il y a aussi tous les problèmes que vous avez évoqués, c'est vrai. Le problème des trafics de stupéfiants. Vous savez, moi, dans ma circonscription, j'ai la ville de Nîmes qui a fait très largement l'actualité, tout à fait, ces derniers mois et ces dernières semaines. Et ça continue encore et encore. Et là, la réponse pénale et ce laxisme ambiant, eh bien, génère ces trafic de drogue. Et aujourd'hui, quand on a des petits dealers du coin qui viennent pourrir la vie des familles, mais qui ne vont jamais en prison ou qui effectuent de courtes peines, quand ils les effectuent, c'est assez rare, eh bien forcément, ça crée un sentiment d'impunité. Et donc, il y a tout ça à mettre en place. Et on parlait de l'éducation et de la nécessité de protéger aussi les écoles qui doivent être des lieux vraiment protégés. Moi, dans ma circonscription, j'ai Nîmes, mais j'ai aussi le quartier du Chemin Bas, qui est un autre quartier nîmois, dans lequel la mairie a dû mettre des murs de 3 mètres de haut autour de l'école pour pouvoir protéger les enfants. On en est là aujourd'hui. Je suis intervenu sur ce sujet. Et donc c'est un véritable problème. Et donc, il faut que ceux qui sont au pouvoir prennent conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont responsables de la situation. Non, mais parce que ce climat, il n'est plus acceptable. Là-dessus, on est absolument d'accord. Juste un mot. Je suis complètement d'accord sur les critiques que nous devons adresser au gouvernement, en particulier au titre de leurs compétences régaliennes. Mais de faire de ces drames-là un fonds de commerce sur les questions de l'islamisme, sur les questions migratoires, etc. Vous voyez, je trouve que là, pour le coup, c'est assez regrettable. C'est pas respecter les enfants, c'est pas respecter les parents, et c'est pas respecter en particulier celles et ceux qui souffrent de cette situation. Mais on ne peut pas faire des propositions et avancer, agir concrètement si on ne fait pas un constat clair. Et donc, il faut un constat sans langue de bois. L'insécurité, oui. Le renforcement de la réponse pénale, oui. Mais il faut aussi parler de l'islamisme qui gangrène nos quartiers. Juste une remarque quand même, dans cette affaire en l'occurrence qui nous intéresse, vous avez 5 jeunes qui ont été mis en examen, je l'ai rappelé, donc 4 qui ont été placés en détention provisoire. Bon, après, si on veut parler de laxisme de la justice ou des autorités, je veux bien, mais là, en l'occurrence, vous avez une réponse pénale. En attendant le procès qui aura lieu de toutes les manières. Il y a de l'instruction. Et là, la police agit vite et est placée sous... Pour le coup, on peut saluer, et je pense que vous pouvez vous joindre à nous pour saluer finalement la rapidité avec laquelle la police républicaine a interpellé les auteurs. Christophe Barbier, est-ce qu'on a effectivement dans cette histoire un peu tous les symptômes ou tous les maux de notre société qui se retrouvent là? Oui, on a à peu près tous les mots, on aurait pu parler, l'enquête verra si c'est le cas, de l'influence des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des écrans, de la violence en images pour le passage à la violence en acte. Les pédiatres ne sont pas tous d'accord sur ce sujet-là. On voit bien en tout cas qu'il faut intervenir à tous les étages. C'est vrai qu'on peut durcir la législation, la fameuse ordonnance de 1945, être plus dur dans la réponse pénale. On sait aussi que nos prisons débordent. On est à bientôt 75 000 pour 60 et quelques mille places. On est en surpopulation. Très difficile, très coûteux de construire des prisons. Les élus ne les veulent pas toujours. Les populations ne les veulent pas souvent. C'est le gouvernement qui ne veut pas en réalité. Et puis, mais les gouvernements se succèdent et ils butent tous sur le même problème. Quand c'est pas un problème de positionnement, comme c'était le cas par exemple avec Christiane Taubira, c'est un problème de moyens, comme ça a été le cas avec des ou de contestation de l'emplacement ensuite par les élus ou les riverains. Exactement. Mais donc c'est pas ça. Pour les prisons, il y a 2 solutions. On arrive, et en tout cas le gouvernement arrive à trouver des dérogations pour installer certaines industries, des dérogations en matière d'urbanisme. Pourquoi ne pas le faire pour des prisons?
Donc quand on veut, on peut. Et puis pourquoi ne pas tout simplement expulser les délinquants étrangers? Ça ferait aussi des places qui se libéreraient dans nos prisons. Il faut le rappeler quand même. Vous avez un certain nombre, c'est 25% des détenus en France qui sont étrangers, alors même d'ailleurs que la population étrangère représente 7% de la population. Donc il y a une surreprésentation. Donc si on expulse... les expulser avant qu'ils purgent leur peine, ça peut vouloir dire qu'une fois arrivés dans leur pays d'origine, ils ne purgeront pas de peine. Mais on peut aussi, on peut aussi avoir des accords. La double peine qu'avait supprimé Nicolas Sarkozy. On peut aussi ne pas les récupérer chez nous après, parce que la réalité, c'est qu'on ne les expulse pas à la fin de leur peine. C'est un étage de la réponse. On voit bien qu'il y a une réponse éducative aussi à donner, et puis une réponse au niveau des familles. Il y a un travail de réflexion qui a été mené après les émeutes de juin sur la responsabilité des familles, comment à la fois ne pas punir, notamment des mères célibataires qui sont déjà dans la difficulté, tout en étant dans le sens de la responsabilité, de responsabiliser ces familles. Pas simple après de trouver les bonnes réponses de manière adaptée. En tout cas, une chose est certaine à mon avis, c'est que sur cet échelon-là, il me semble que les élus locaux sont les mieux placés pour savoir quelle famille, quel quartier, quel clan, quelle bande réclame telle solution. Et là, je pense qu'on devrait donner beaucoup plus de possibilités de réponse et de riposte aux élus locaux. Justement, Stéphane, en regardant ce dossier, parce qu'on a entendu les mots code d'honneur ou crime d'honneur, la toile de fond, c'est ça, c'est quelqu'un qui a voulu se faire justice, parce qu'on ne parle pas comme ça avec ma sœur. C'est déjà une expression qu'on devrait changer. Bien sûr, parce que l'honneur, il n'y a pas d'honneur là-dedans. Non, mais enfin, il n'y a pas d'honneur, et puis crime d'honneur, ça ne veut rien dire en fait aujourd'hui. D'ailleurs, dans le code pénal, ça n'existe pas. Donc, je veux bien qu'on puisse y faire référence pour certaines populations ou dans des pays étrangers où effectivement ça peut exister, mais en France, ça n'existe pas. Donc, je trouve que là, ce propos est totalement inapproprié. Maintenant, non, là, on parle d'une mise en garde, on parle de grands frères qui ne voulaient pas que leur sœur, effectivement, parle parce qu'il y avait des échanges de SMS ou de messages à caractère sexuel, on parle de messages de conversation osés. Voilà où on en est pour l'instant. On verra ce que nous dit ensuite l'instruction. Je crois que c'est aussi et surtout un exutoire à la violence. C'est qu'aujourd'hui, tout prétexte est bon, finalement, pour déverser sur d'autres, eh bien, son flot de haine, son flot de frustration. Mais ça demande de la pédagogie aussi. Ça demande de la pédagogie, ça demande des explications, de faire comprendre qu'il y a des choses que on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire si une jeune fille a envie de discuter ou de draguer ou de s'encanailler, elle peut le faire. Mais vous savez, notre difficulté, et notamment, et celle que nous soulevions à l'époque, c'est que les enfants du quartier se sentent beaucoup plus les enfants du quartier que les enfants de la République. Ça va vous plaire, vous qui êtes du Rassemblement national. Mais c'est vrai, pour un certain nombre, c'est le constat que nous faisons. Mais parce qu'ils sont à la marge de la société, parce qu'ils sont à la marge de la République. Et surtout parce qu'à l'école, on leur a pas donné les codes. Vous savez, vous comme moi, on a été à l'école de la République. Ou alors on leur a donné, on a une maîtrise de la langue française. Non, je pense qu'on essaie de leur donner, mais que, vous savez, il y en a certains qui sont plutôt aptes à comprendre relativement vite, et puis il y en a d'autres, vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez. De l'école. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on doit faire des efforts codes supplémentaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi j'ai été à l'école de la République. Vous voyez, ils sont tous à l'école de la République. Viry-Châtillon, c'est un collège. Oui, mais quand vous ne maîtrisez pas les mots, eh bien votre violence, elle se manifeste autrement finalement, quoi. Quand vous n'êtes pas en capacité de mettre des mots sur les mots MAUX, eh bien finalement vous le faites autrement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quand l'école de la République ne vous donne pas les outils qui vous permettent de vous émanciper, qui vous permettent de vous exprimer correctement, qui vous permettent de dire quelles sont vos frustrations, quelles sont vos inquiétudes, vos peines et vos joies, quand l'école de la République ne fonctionne plus de cette manière-là, eh bien les enfants sont livrés à eux-mêmes et ils pratiquent ce qu'ils savent faire de mieux, en tout cas pour un certain nombre, et en particulier pour cela, la violence. Ça ne commence pas que par l'école. C'est une famille. Exactement. Je parlais de l'instruction. Vous voyez, l'école pour moi c'est l'instruction, les parents c'est l'éducation. Mais les parents alors visiblement il n'y avait pas d'éducation suffisante alors. Je pense qu'il y a les deux. Mais sur l'école de la République, il faut aussi saluer d'ailleurs le travail des enseignants qui font un travail remarquable et très difficile, il faut le souligner. Mais vous savez, les efforts de l'école de la République sont souvent balayés par les écoles anti-République. Moi, je vous prends un exemple concret de ma circonscription de la ville de Nîmes, encore une fois. Vous avez des enfants qui vont à l'école, dans l'école de la République, parfois même dans des écoles privées, catholiques, mais qui, le soir et le week-end, sont placés dans des écoles islamiques. C'est une réalité. Voilà. Et le problème... Bah oui, mais c'est un problème. Sur la table. Oui, c'est un problème. Mais quelle tristesse, quoi. C'est un problème. Aujourd'hui, le ministre des Cultes, le ministre de l'Intérieur n'est pas en capacité et ne souhaite pas contrôler davantage les cultes. Vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Mais vraiment, monsieur, vous n'êtes pas à la hauteur si de la vous tâche. fermez les yeux, vous continuerez à avoir ce type de drame. Gillet, monsieur le député de l'Israël. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, et on va mettre Samara. Ouais, ça c'est Samara.
c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là la vidéo. Collège Arthur Rimbaud, un véritable acharnement. On va revenir à ce qui s'est passé du côté de Montpellier, devant le collège Arthur Rimbaud. Un véritable acharnement contre une adolescente de 12 ans. On est dans une affaire de harcèlement, visiblement, dénoncée par la mère de la victime. Elle avait prévenu l'école. L'ado de 13 ans a été roué de coups. Ça l'a envoyée à l'hôpital. Elle a frôlé la mort. Écoutez la mère. Elle a été agressée parce qu'il y a une élève depuis l'année dernière qui s'acharne contre ma fille, qui essaie de lui inventer des choses qu'elle ne fait pas. Elle est constamment en train de créer des comptes sur les réseaux sociaux en disant que voilà, c'est ma fille qui poste ces genres de photos. Et au final, en fait, ma fille, elle est prise à partie depuis toute l'année. En fait, l'année dernière, il y a eu un appel au viol de ma fille par cette même jeune élève qui est dans le collège. Elle est bisutée toute l'année en fait, c'est-à-dire qu'on l'attache, on lui met du tabac dans le nez, Samara elle dit rien, donc elle se laisse molester, elle dit rien et on continue en fait. Et là hier c'était la fois de trop en fait. Voilà, c'est la fois de trop, dit la mère, et la grand-mère présente sur le lieu elle aussi est entrée dans une colère noire auprès de l'établissement et des responsables de ce collège Arthur Rimbaud. Le matin, ils ont averti ma fille de dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma fille, ma petite fille. Ma fille leur a demandé à 3 reprises, elle a eu 3 personnes de cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à qu'elle vienne. Non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont jetée dehors. Ils l'ont jeté dehors. Et je trouve pas normal qu'il y ait tant de professeurs, d'enseignants et tout ça, et qu'il y ait personne qui ait rien vu, alors que tous les enfants ici sont au courant de tout. C'est incroyable. Et elle a vécu un acte de barbarie. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma, les enfants. Il faut vous réveiller, il faut arrêter. On a Véronique Fèvre, elle est sortie du coma, une grand-mère qui hurle sa colère parce qu'elle explique que l'établissement avait été prévenu que la vie de Samara était en danger, puisqu'il y avait eu des appels à se retrouver devant le collège pour la frapper. Elle aurait pu d'ailleurs y passer. Hein. Heureusement, elle est sortie du coma, mais enfin, elle aura sans doute des séquelles. Et l'établissement, semble-t-il, n'a pas réagi, les adultes. Alors, il faudra voir. Est-ce qu'il y a une enquête tout d'abord, et est-ce qu'on en saura plus? Pour l'instant, il n'est pas question d'enquête administrative d'après l'Académie de Montpellier. On ne sait pas si ça peut pas évoluer. La rectrice, elle affirme que le collège est pleinement engagé dans le fameux programme phare de lutte et de prévention contre le harcèlement. C'est un collège qui bénéficie normalement de plus de moyens en termes de vie scolaire, c'est-à-dire les assistants d'éducation, les surveillants, parce qu'il est situé dans une zone difficile. Il est classé REP+, réseau d'éducation prioritaire renforcé. La rectrice a indiqué que plusieurs mesures disciplinaires avaient été prises l'année dernière, dont une a déjà été harcelée. Absolument. C'est bien ce qu'expliquait sa maman l'année dernière. On sait qu'il y a eu plusieurs mesures disciplinaires qui ont été prises pour des questions de harcèlement, notamment une en relation avec la jeune Samara. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis? Apparemment, après ces mesures disciplinaires, d'après la maman, les événements ont continué. Donc, quelle a été la prise en charge? On sait aujourd'hui qu'il y a un protocole national qui a été instauré. Les établissements scolaires y ont accès depuis la fin de l'année dernière, depuis le grand plan aussi de Gabriel Attal en septembre dernier. Et ce protocole, il prévoit une prise en charge des victimes. Elles doivent être accompagnées, soutenues, mais également des harceleurs, avec des entretiens qui doivent être également menés avec leurs parents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu cette procédure disciplinaire? Et puis, vous le dites, la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand la maman a alerté? Elle a eu 3 personnes différentes au collège. D'après la rectrice, le principal n'était pas au courant de ce guet-apens. Néanmoins, il y avait plusieurs adultes qui étaient au courant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu de transmission d'informations? Pourquoi on n'a pas réussi à plusieurs adultes à la retenir et empêcher effectivement qu'elle ne tombe dans ce guet-apens? On parle d'adolescents. Hein. La victime a 13 ans. L'une de ces agresseuses aurait 14 ans. Visiblement, ils étaient très nombreux autour de ce qui se passait. On verra qui a participé véritablement à ce tabassage en règle. Qu'est-ce qui risque, en fait, aux yeux de la loi, tous ces adolescents? Alors, la justice des mineurs est particulière puisque elle ne s'exprime pas sur le coup. C'est-à-dire que, en fait, il y a d'abord une première audience
ce qu'on appelle sur la culpabilité, c'est-à-dire dans les 3 mois où un adolescent est mis en cause par la justice, dans les 3 mois, il y a une première audience qui dit coupable ou non coupable de ce qui s'est passé. S'il est jugé coupable, alors il y a des premières sanctions éducatives qui sont prononcées et la véritable peine est prononcée 9 mois maximum plus tard. Donc là, ce qui risque, en l'occurrence, si tant est qu'il s'agit de mineurs qui ont 14-15 ans et pas plus, ça sera des sanctions éducatives très probablement. Mais il y a eu des interpellations là ou pas alors? Une seule interpellation d'une jeune fille de 14 ans à ce stade. Elle est où là en ce moment? On ne sait pas. Ouais. Pour préciser, depuis ce matin, on demande au parquet de Montpellier de savoir ce qu'il en est sur cette histoire et nous n'avons aucune information. On sait juste qu'une mineure de 14 ans a été interpellée hier, mais est-elle entendue sur le régime de la garde à vue? A-t-elle été remise en liberté? Nous n'avons aucune réponse. Mais quel est le protocole? Parce que Samara est visiblement une adolescente harcelée depuis longtemps, avec ses appels au viol, à la haine, etc. On aurait donc sanctionné une élève l'année dernière. A priori, ce sont les harceleurs ou les harceleuses qui doivent quitter l'établissement. Ce n'est pas la harcelée, même si on se dit peut-être que Samara, pour sa propre sécurité, elle aurait dû quitter ce collège. C'était terrible à dire, mais d'une façon pragmatique, elle n'a pas été protégée par ce collège. C'est ce qu'on voudrait bien savoir, et c'est ce que l'enquête va être chargée. On aimerait bien aussi peut-être qu'il y ait une enquête administrative aussi pour savoir. S'il y a eu 2 jours d'exclusion, peut-être que ça n'a visiblement pas été suffisant pour faire prendre conscience à la harceleuse qu'il fallait cesser. Il y a plusieurs échelles de sanctions pour les procédures disciplinaires. Ça va du blâme, la mesure de responsabilisation qui oblige à revenir en dehors des heures de cours dans l'établissement, l'exclusion temporaire de la classe jusqu'à 8 jours, une exclusion temporaire de l'établissement jusqu'à 8 jours, et puis effectivement, vous le dites, ça peut être aussi une exclusion définitive, et ça peut toucher également des élèves qui viennent d'un autre collège, ces procédures. Nous sommes avec la maman de Samara, c'est Assiba qui est en direct avec nous. Bonsoir Assiba, merci de prendre quelques instants pour BFM TV. Déjà, quelles sont les nouvelles de votre fille? Merci. Ma fille est actuellement sortie du coma. Elle est réveillée, c'est le principal. J'ai pu la voir, la prendre dans mes bras, la rassurer, mais elle reste traumatisée. Elle est vraiment d'un état très mal. Elle se souvient de ce qui s'est passé? Elle a une amnésie partielle. Elle sait pas ce qui s'est passé hier au niveau, le coma. Elle est un peu perdue. Elle est désorientée, ouais. Elle doit rester à l'hôpital combien de temps? Que vous ont dit les médecins? Là, on ne sait pas encore. J'attends les Doppler. On attend d'avoir les médecins. Et elle est toujours en service de d'art aux réanimations, au service de à la Péronie. Ouais. Vous étiez au commissariat, Assiba, je crois, juste avant de nous parler. Oui. Où en est l'enquête? Oui. Vous savez ce qui s'est réellement passé devant ce collège? Je n'en sais pas plus. On m'a auditionné. J'ai expliqué la journée d'hier, tout le harcèlement que ma fille avait subi, tout ce que j'ai pu récupérer comme information ce matin. Mais mis à part ça, voilà, il y a des personnes apparemment qui seraient interpellées. Et voilà, après, mis à part ça, je ne sais pas plus. Est-ce que Samara craignait pour sa vie? Est-ce qu'elle se sentait en danger? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, votre fille, avant ce drame? Oui, il y a eu un appel sur les réseaux sociaux à ce que tous les collégiens des alentours se rendent au collège Arthur Rimbaud pour la frapper. Et elle savait que vendredi, il y avait un rendez-vous de tout un groupe de personnes qui devait la passer à tabac.
Mais est-ce que Alors, vous savez... elle m'a menti, elle m'a dit maman j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. Je pensais que c'était juste pour ça, mais en fait non, c'était que il y avait cet appel sur les réseaux sociaux et ça s'est reprogrammé hier. Voilà. Mais est-ce que vous savez pourquoi votre fille était au centre de ce harcèlement? Quels étaient les motifs, si motifs il y a? J'essaie d'imaginer les raisons, mais j'arrive même pas à trouver de raison. J'ai cette jeune fille en fait qui s'est focalisée sur Samara. Elle lui a fait la misère depuis bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Elle est voilà, c'est toutes les semaines des nouvelles choses, des nouvelles Mais cette jeune fille, pardon, pour bien comprendre, cette jeune fille, elle a déjà été sanctionnée. Enfin, est-ce que vous avez averti Elle a le déjà collège? été sanctionnée en juin 2023. D'accord. Voilà, elle a fait une incitation. Elle a laissé en fait, elle avait pris une photo de ma fille et un appel au viol à ce que ma fille soit violée par tout un quartier de Montpellier. Et à partir de là, en fait, elle a été sanctionnée par le collège de 2 jours d'exclusion. Et j'ai été en contact avec le service de la gendarmerie de Saint-Georges-d'Orques qui m'ont conseillé d'aller sur une plateforme pour dénoncer et pour pouvoir effacer tout le contenu. Mais le problème, c'est qu'elle avait supprimé bien avant, Mais cette jeune bien fille avant qu'on puisse intervenir, en fait. Cette jeune fille qui harcèle votre fille, qui serait donc à l'origine de ces appels, ensuite elle est retournée dans l'établissement aux côtés de votre fille? Oui, elle est retournée et depuis 1 an et demi, comme je vous dis, elle est constamment sur elle. Elle crée des faux comptes. Elle insinue aux personnes que c'est Samara qui crée pour que tout le monde puisse se retourner contre elle, pour qu'elle subisse chaque semaine en fait une agression. Chaque semaine, la semaine dernière, elle a été agressée. Mais Assiba, est-ce que vous connaissez les parents de cette jeune fille qui a quoi, 14 ans, c'est ça? Non, j'ai entendu le prénom. J'ai le prénom qui revient souvent, mais j'avais essayé de pardonner la dernière fois. Je me suis dit que c'est une enfant, qu'elle était, voilà, elle a droit à l'erreur, elle est jeune, et en fait, au final, non. Elle a monté de niveau dans sa méchanceté, dans la cruauté qu'elle a infligée à Samara. Elle a été la commanditrice du guet-apens qu'elle a subi, ma fille, hier. Mais Assiba, vous avez eu des interlocuteurs dans l'établissement scolaire, au collège, qui vous ont soutenu, avec qui vous pouviez parler Oui, on m'a soutenu. On m'a dit que c'était un acte isolé au départ. Alors sur la photo que j'avais vue, ça m'avait traumatisée, mais je m'étais dit bon, ça c'est une fois, pas deux, et en fait au final ma fille ne m'en a pas parlé. Elle était elle savait pas comment s'y prendre avec moi. Elle en avait marre de me raconter chaque semaine que maman, on me fait ça, maman on m'attache, on me met du tabac dans le nez. Mais Assiba, on me roule de coups, on me met des coups dans le dos, voilà. Mais Assiba, on a entendu la grand-mère de Samara, très en colère, devant le collège, dire que le collège avait été prévenu à 3 reprises qu'il allait sans doute se passer quelque chose, et elle aurait voulu que sa petite fille soit gardée à l'intérieur de l'établissement. Oui, c'est ça exactement. Donc j'ai eu le professeur principal à 12h30 qui m'a informé qu'il y avait un groupe d'élèves, enfin de jeunes qui n'étaient pas du collège, qui étaient à l'extérieur de l'établissement, qui attendaient Samara. Il m'a préconisé de venir la récupérer. Il m'a, à la fin des cours, ce que j'allais faire. Et de là, en fait, j'ai appelé la vie scolaire à 2 reprises pour leur demander de pas laisser sortir ma fille, qu'elle était en danger, en fait, tout simplement. Et j'ai essayé de joindre la CPE, mais elle n'était pas joignable. Et ils l'ont laissé sortir. Ils lui ont pas passé l'information. Elle s'est retrouvée à devoir aller prendre le bus scolaire et se faire attraper par ces 3 jeunes filles. Donc en fait, l'établissement était au courant. Vous avez demandé de venir et la vie scolaire. Donc visiblement, ils se sont pas parlé entre eux parce que la vie scolaire laisse votre fille partir. Ouais. J'ai eu 2 personnes au téléphone et on m'a confirmé que l'information n'avait pas été passée. Est-ce qu'on a, à votre avis, ils ont voulu... Elle s'est retrouvée dehors avec ces 3 élèves qui
qui l'ont ramené vers ses bourreaux, en fait, tout simplement. Combien ils y étaient à s'acharner autour de votre fille? Ils l'ont forcé. Ben, je me suis rendue sur place, j'ai vu un groupe de 20-30 personnes en train de s'éparpiller, sachant que les principaux agresseurs avaient déjà pris la fuite. D'accord. Mais ils ont voulu, selon vous, s'ils avaient pu, ils l'auraient tué? Oui, ouais, ils étaient là pour vraiment la tuer. On peut pas aller sur une personne. C'est une jeune fille. Il y avait la majorité, c'était que des garçons. On lui a roué de coups à la tête. Elle était inconsciente au sol. On a continué à la rouer de coups. C'est pas de la barbarie, c'est quoi? Merci. C'est malheureux. Ils sont jeunes, mais c'est. Ouais. Merci, on va vous laisser parce que vous allez voir votre fille à l'hôpital. Merci d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story. Et bon courage à vous. Dites-moi dans les commentaires. Oui, bien sûr, nous sommes ravis quand on voit le soleil arriver, bien évidemment, puisque c'est une profession qui dépend. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, YouTube, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.